Merci à nouveau à l'association Aquitaine Biodynamique. Oui, des choses merveilleuses. Merci. Voilà. Merci à son président, Jacques. Et donc cet après-midi, deux sujets. Un, c'est un sujet alors qui est nouveau sous le regard de l'idée, parce que la microbiologie des sols, on en parle, et c'est sûrement le sujet le plus partagé dans les recherches en biodynamie. Mais ce qui est intéressant, c'est de comprendre là où on est arrivé, en sont arrivés Hélène et Olivier sur cette microbiologie. Et puis j'ai dit à Olivier, c'est un peu comme quand on vend du vin. Il y a un client qui dit j'aimerais bien reprendre telle cuvée. Je dis ouais, mais si tu prends 10% de ça, tu es obligé de prendre 90% des autres. C'est pas que celle-là. Donc je lui ai dit tu vas revenir, mais tu vas aussi nous parler des biophotons, parce que c'est quand même un sujet qui nous tient à cœur, et qui, pour reprendre le débat de ce matin, ou le commentaire de ce matin, les biophotons sont pour moi aussi un point d'équilibre entre ce qu'on connaît de manière empirique dans la biodynamie et ce qu'on constate dans les vins. Voilà, donc c'est un sujet que je trouve... Tu peux continuer, et puis j'économise un peu moins. Non. Merci beaucoup. Et donc on continuera comme ce matin avec un échange qui est comment est-ce qu'on peut analyser, comment un paysan peut analyser le vivant sur son domaine. Voilà. Bonne conférence. Merci Frédéric, et merci à Biodynamie Recherche de nouveau de m'accueillir, puisque ça fait la deuxième fois qu'on se voit. Donc, comme l'a dit Frédéric, moi je vais parler plus de biophotons. Je vais expliquer un petit peu ce que c'est, ce qu'on fait, pour ceux qui n'étaient pas là la dernière fois. Et après, je laisserai la place avec plaisir à Hélène, qui s'occupe plus chez nous, dans notre laboratoire, de la microbiologie des sols. Et quand on parle de microbiologie des sols, plus spécifiquement, ce qu'on appelle des champignons mycorhiziens arbusculaires, ces petits champignons qui sont vitaux dans la vie et le développement du sol. Comme Frédéric a beaucoup insisté pour qu'on reparle des biophotons, en fait, c'est vrai qu'avec Frédéric, depuis quasiment le début du laboratoire, qui a quelques années, peut-être 4-5 ans peut-être, nous, on s'est penché sur l'émission de lumière à travers les organismes vivants. Et quand on parle de lumière, en fait, tout le monde connaît la lumière qui nous éclaire, la lumière du soleil, la lumière d'une lampe. Mais ce que les gens savent moins, c'est que une fois que cette lumière est absorbée par l'organisme vivant, elle est réémise. Et nous, ce qu'on mesure, c'est cette réémission de lumière. Et on se rend compte d'une différence fondamentale, c'est que la lumière du soleil, alors je ne vais pas être trop technique, ou si je le suis, vous me reprenez, n'hésitez pas à me reprendre. Mais en fait, si vous voulez, la lumière du soleil, elle est diffuse. C'est-à-dire qu'elle part dans tous les sens, elle n'est pas cohérente, elle est en opposition de phase, même si elle totalise la totalité du spectre lumineux. Et on se rend compte que quand on parle de biophotons, donc de lumière réémise, là, on parle d'une lumière qui est cohérente, en phase et organisatrice de la matière. C'est-à-dire que c'est une particule de lumière qui est organisée et qui va organiser la matière derrière. Donc c'est très important parce que cette lumière, elle est à l'origine, par exemple, de la réplication de l'ADN. Elle est à l'origine aussi, elle participe à l'horloge biologique, elle participe à la génération de protéines. Donc elle est vraiment dans le cycle du vivant. Et c'est pour ça qu'avec Frédéric, comme il nous manquait des références dans la viticulture au début quand on a commencé, on s'est passionné en disant, bon ben voilà, on va mesurer toutes les étapes de vie, par exemple, au niveau d'un sol, au niveau de la vigne, au niveau d'un vin. Et on a commencé à faire des études de sol, mesures de feuilles de vigne, des mesures de grains de raisin et des mesures du vin. Et avec quelques années d'expérience et des milliers de mesures, parce qu'on a quelques dizaines de clients au niveau du laboratoire. Alors on publie aussi, pardon, je suis petit aparté, les 20 ans de recherche toujours au niveau des phénomènes lumineux se sont traduits avec un certain nombre de publications scientifiques. Alors pas dans les revues les plus prestigieuses parce que on est un laboratoire indépendant, donc nos moyens limités, nous on n'est pas subventionnés par l'État. Donc quand on fait de la recherche, c'est avec passion, mais avec nos propres deniers pour la plupart du temps. Et quand on publie, ce sont dans des petites revues, mais des revues qui ont un cœur
l'agriculture, la viticulture, c'est des choses qui nous passionnent. Et on ne publie pas dans Nature ou dans les revues très prestigieuses parce qu'une publication, pour votre information, c'est entre 15 et 20 000 euros, juste avoir le droit de faire paraître sa recherche. Donc, on évite les revues. C'est dommage parce que publier dans des grandes revues, ça toucherait davantage de monde et ça permettrait à certains chercheurs, certains scientifiques et certains trouveurs de faire état d'un certain nombre de découvertes. Donc, on passe comme ça, malheureusement, à côté de tout un tas de choses intéressantes. Voilà. On sait que la différence entre les photons et les biophotons, c'est que les photons du Soleil, c'est une source d'énergie pour la croissance des plantes. Ça, on le sait. Mais la source d'énergie des biophotons, elle sert aussi principalement au maintien de la croissance des plantes. C'est-à-dire que quand vous avez cette lumière qui croise un organisme vivant, cet organisme vivant va capitaliser cette lumière et elle va être réutilisable en cas de stress, en cas de maladies diverses, biotiques, abiotiques. Donc, c'est très important pour un organisme vivant de pouvoir capitaliser de la lumière. Un organisme qui n'a pas capitalisé de lumière va être davantage fragile à différents niveaux. Alors, oui, il y a des études récentes, notamment par l'université de Berkeley, qui révèlent que la photosynthèse, par exemple, une plante, commence avec une seule particule de lumière. Avant, on pensait qu'il y avait des millions de photons qui traversaient la plante. Aujourd'hui, on sait que la photosynthèse se déclenche avec une seule particule de lumière. Et cette particule de lumière va déclencher derrière des dizaines, pour pas dire des centaines de milliers de réactions biochimiques. À l'inverse, ce qu'il faut, c'est que 100 000 réactions biochimiques ne déclenchent pas une seule particule de lumière. Donc c'est seulement dans ce sens-là, la lumière interagit avec un environnement, avec un organisme vivant. Elle va déclencher tout un tas de process, exciter des électrons qui eux-mêmes vont émettre de la lumière, également émettre des réactions biochimiques, mais l'inverse n'est pas vrai, c'est-à-dire que les réactions biochimiques n'émettent pas un seul photon de lumière. Ne me demandez pas pourquoi, c'est extrêmement complexe. Alors, ce qu'on voit aussi, c'est que ce qui est intéressant, c'est que quelquefois on a affaire à une lumière qui réfléchit. Donc, on pourrait faire plus de travaux, par exemple, pour examiner quel type de lumière arrive au niveau de la Lune, vous qui travaillez avec la Lune au niveau de la biodynamie, et cette réflexion entre la lumière perçue par la Lune et réémise par la Lune participe aussi au cycle de croissance de la plante. Alors, à un autre niveau, avec d'autres longueurs d'onde, mais effectivement, c'est un processus qui est à prendre en compte dans la croissance d'un végétal. Ah oui, je voulais remercier Jean aussi, parce que son intervention de ce matin m'a fait modifier un certain nombre de choses que je voulais dire. Donc, je le remercie. La difficulté, c'est de réussir maintenant d'être à la hauteur de Jean. Le défi va être un peu difficile, mais bon, on va essayer de compléter au moins les propos qu'il a évoqués ce matin. Alors, quand on parle de photons et de biophotons, on parle aussi généralement de canaux de diffusion énergétique pour le vivant. Il faut savoir que le photon, le biophoton, c'est un vecteur de phénomènes électromagnétiques, et quand on mesure l'intensité de ces phénomènes, on peut faire le lien entre l'intensité d'un phénomène électromagnétique et son énergie. Donc nous, quand on mesure les biophotons, que ce soit d'un vin, que ce soit d'autres organismes, on sait comment ils sont véhiculés dans un organisme vivant, notamment au niveau, par exemple, de cellules sanguines, aussi à travers des feuilles, à travers le mycélium du sol, et puis également, je crois, à plus grande échelle, ça c'est une représentation assez récente de notre univers, du moins pour une très grande partie. Alors nous, on doit être quelque part un point microscopique ici, notre Voie lactée, elle est ici quelque part. Et ce qui est beau comme image, c'est qu'on se rend compte en fait, du plus petit au plus grand, il y a ces canaux énergétiques qui permettent de faire vivre l'ensemble
les règles de la nature et du cosmos. Ça ressemble à un oiseau. Alors, bon, j'ai dit, je reviens sur la partie de la cohérence de la lumière, et la lumière d'une ampoule, la lumière du soleil est quelque chose d'incohérent dont les lignes où les longueurs d'onde se croisent. Et dès qu'on attaque, si vous voulez, cette émission à travers les biophotons, on arrive à quelque chose de très ordonné, de très coordinateur au niveau de la matière. Ce qui est intéressant aussi pour vous qui travaillez avec des bouteilles de vin de différentes couleurs, on avait eu une étude il y a quelques années sur l'impact entre la lumière extérieure et l'absorption de la lumière par le contenant et l'impact sur le contenu. Et on s'est rendu compte que sur du verre de couleur violette, donc sur une longueur d'onde bien précise, il y avait très peu de dégradation du contenu. Ce qui voudrait dire que mon vin, par exemple, pourrait avoir une durée de vie où il pourrait être carrément exposé, parce qu'on fait des étiquettes qui sont assez sympas, pour la plupart. Il y a quelques-unes qui sont quelque part très bien. Au niveau de cette couleur de contenant, on se rend compte que ce violet apporte de la vitalité au niveau du vin, au niveau des graines. Donc on a fait toute une expérience entre différents produits, du verre transparent, du verre vert, du verre marron et du verre violet. Donc il y a très peu de dégradation dans le verre violet. Donc vous pourriez vous amuser à exposer ce type de verre, de bouteille par exemple. Voilà. Alors quand on mesure des biophotons, en fait, là par exemple, on mesure une feuille qui n'a pas été stressée, une feuille qui a un début de stress et une feuille qui a un stress avec une simulation, je crois, à la sécheresse. Et donc, en fonction de cette colorimétrie, nous, on va en déduire des choses. C'est qu'il y a une activité de stress, une activité intense de biophotons ou pas du tout d'activité de biophotons. Alors, il y a des couleurs différentes parce que quand on parle de biophotons, on parle toujours de longueurs d'onde différentes. On connaît les longueurs d'onde dans lesquelles la plante va croître. Et on connaît aussi les longueurs d'onde dans lesquelles un tissu va être réparé. Alors nous, quand on mesure vos vins, par exemple, on va utiliser uniquement des longueurs d'onde qui vont nous permettre de regarder comment le vin s'est exprimé à travers les quelques biophotons qu'il a bien voulu conserver. Et là aussi, les 3/4 du temps, on n'arrive pas à détecter de biophotons dans le vin. J'expliquerai pourquoi après. Ça paraissait assez complexe, mais en fait, c'est assez simple. Et surtout, qu'est-ce qu'il faut faire pour maintenir la vie à travers cette émission de biophotons? Comment on peut maintenir l'activité des biophotons dans le vin un certain temps? Donc, on a été forcé de remonter en Égypte pour regarder si dans les procédés anciens, il y avait une différence par rapport aux procédés modernes. Parce que, je peux en parler maintenant, j'en parlerai après. Donc on mesure avec des machines qui sont scientifiquement connues et reproductibles, qui sont des luminomètres pour étudier la lumière, et des caméras CCD pour mesurer l'énergie contenue dans ces biophotons. Alors on mesure aussi l'environnement, parce que Jean disait des choses intéressantes tout à l'heure, c'est quel est l'impact de la plante sur l'environnement. Donc ça peut être effectivement, il y a peut-être un transfert d'informations à travers le sol, mais il faut savoir aussi que les biophotons, ils vont émettre en permanence à travers la feuille. Donc si vous prenez deux feuilles, j'ai une petite expérience à côté. Si vous prenez par exemple, si vous mettez dans deux tubes, dans deux boîtes de pétri, des cellules qui ont été contaminées et d'autres qui n'ont pas été contaminées, et si vous utilisez uniquement ces boîtes de pétri qui sont en quartz et pas en verre, il va y avoir une transmission, donc il va y avoir un rayonnement entre la graine ou la plante qui est contaminée vers la plante qui était saine à la base. Donc il y a bien une transmission énergétique entre des organismes vivants, qui ne se fait pas forcément par contact, qui ne se fait pas forcément à travers un réseau missionnaire. Donc l'expérience est connue
Ce qui veut dire aussi que si vous êtes à côté de quelqu'un qui est extrêmement malade, avec un système immunitaire qui est le vôtre qui pourrait être extrêmement faible, il peut y avoir un transfert de contamination entre les personnes qui sont côte à côte. Ça peut expliquer aussi une partie des contaminations. Et l'inverse, non. L'organisme sain ne peut pas soigner l'organisme malade. Toujours des questions excellentes. Je n'ai jamais trouvé d'études sur nous, on n'a jamais pu le démontrer, mais la logique voudrait que oui. Pourquoi, effectivement, tu ne peux pas aider avec l'énergie, si tu veux, de ton organisme, avec ces biophotons, pourquoi ça ne viendrait pas aider les personnes qui ont des déficience? Bien sûr. Donc, on étudie les biophotons, on voit vraiment ce qui se passe dans le vivant. Et si vous faites le lien avec l'ancienne conférence qui avait eu lieu sur les microzymas, Brigitte Faux, on aurait vu en fait comment se constitue, comment se construit et déconstruit une cellule. Donc on voit en fait ces nanoferments, ces microzymas, venir petit à petit construire la cellule ou la déconstruire en fonction du rôle qu'elles ont à jouer. Et on voit curieusement passer à travers ces microferments, ces microparticules, des flashs de lumière. Donc on sait qu'il y a une interaction forte entre ces biophotons et ces microferments. Quand on a fait nos mesures avec Frédéric et d'autres, on s'est très vite rendu compte qu'il y avait des différences d'énergie entre tel type de plantes, les grains de raisin, la terre. Et pour vous donner un ordre d'idée, si on mesure, il y a des éléments qui sont extrêmement riches en biophotons, comme les graines germées, où là on va trouver 40 000 unités de biophotons. Quand on passe à du raisin, on va trouver 10 000 unités, ce qui est déjà beaucoup. Quand on passe à la terre, on va trouver un tout petit peu moins, mais c'est proche du raisin. Donc il y a cette continuité. Et quand on passe au vin, on ne trouve plus que 100 unités de biophotons. Donc il y a une perte très importante de biophotons. C'est longtemps posé la question. Est-ce que ça vient du matériel génétique de la vigne qui a changé? Alors oui et non, parce que si on prend des graines qui ont été retrouvées dans le Negev, là, en Israël, qui sont très très vieilles, qui ont quelques milliers d'années, on se rend compte que le matériel génétique est très proche, en fait, du matériel génétique des vignes d'aujourd'hui. Mais pas tout à fait quand même, parce que Frédéric en parlait tout à l'heure. Aujourd'hui, on a des porte-greffes, on a des greffons, il y a eu des modifications génétiques, on n'est plus sur des vignes qu'elles étaient en Égypte, ce bassin-là, il y a des milliers d'années. Donc, il y a quand même une différence au niveau des vignes. Il n'y a plus trop de vignes sauvages non plus. Donc, on sait qu'il y a quand même une différence au niveau de l'évolution de la vigne dans le temps. Et pourtant, c'est bien dommage parce que on travaille avec d'autres laboratoires. Et quand vous regardez, par exemple, sur des extraits d'enfants qui datent de 4000 ou 5000 ans, le niveau de polyphénol ou de nutriments qui sont contenus dans du vin ou dans cette pâte qui reste de vin qui est très 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 ancienne dans les amphores, on trouve plus de polyphénol et de nutriments dans des vins qui ont 4000 ans que dans les vins des temps modernes. Alors, est-ce que c'est simplement dû au fait de la vigne qui était peut-être un peu différente à cette époque-là, ou est-ce que c'est dû aussi aux pratiques? Est-ce que les pratiques ont changé? Et aussi, comment était fait le vin? On se pose la question, comment était fait le vin il y a 4000 ans? Comment était fait le vin sous l'Égypte ancienne? Donc on a quelques réponses. Alors, voilà. Je dis, il y a beaucoup moins d'émissions de biophotons dans le vin, avec ces valeurs-là. Alors, avant de parler d'Égypte ancienne et de délirer un petit peu, il y a quand même des phénomènes qui peuvent faire varier peut-être ces différences de biophotons entre l'époque antique ou de polyphénol entre l'époque antique et aujourd'hui. Notamment les paramètres dont je parlais tout à l'heure, c'est qu'avant vous aviez
de manière bien distincte un pôle sud et un pôle nord. Aujourd'hui, vous êtes dans une phase d'affaiblissement du champ magnétique terrestre et vous vous retrouvez à certains moments, pas tout le temps parce que en général ça précède une inversion pôle, et vous vous retrouvez avec une multitude de pôles nord et de pôles sud. Alors c'est grave parce que, je sais plus, je crois que c'est Mathieu tout à l'heure qui parlait de là, est-ce que il y a une orientation? Il faut planter la vigne dans un certain sens pour qu'elle soit orientée vers les pôles. Oui, alors faut déjà savoir que la vigne, c'est compliqué parce que votre vigne, elle est paramagnétique, contrairement à tous les autres, pardon, elle est diamagnétique. Je vois elle qui fait les gros yeux, donc je crois que le terme. Donc la vigne, c'est l'un des seuls arbres qui est diamagnétique. C'est-à-dire diamagnétique, ça veut dire qu'en fait, il est en opposition par rapport au pôle. Quand vous avez un sol, quand vous avez un certain nombre d'éléments, ils vont s'orienter au niveau de leur magnétisme, ils vont suivre le courant du pôle nord vers le pôle nord. Quand vous êtes dans des phénomènes diamagnétiques, vous êtes en opposition de phase, c'est-à-dire vous ne suivez plus les courants terrestres qui sont dans ce sens-là, qui forment d'ailleurs aussi un vortex pour la discussion que nous avons hier soir avec Fabienne. Et donc, vous êtes un peu en opposition des courants naturels. Alors, c'est grave et c'est pas grave. Il faut savoir qu'un bois, en général, quand il a plus de 100 ans, 30 ans, Hélène, 100 ans, il devient diamagnétique à partir de combien d'années? Je sais plus. Je crois que c'est à partir de 30, de quelques dizaines d'années, on va dire. Donc, ça veut dire que ça peut être compliqué pour la plante de devenir diamagnétique. Et c'est pas très grave pour la plante à partir du moment où les sols ont toujours un niveau de paramagnétisme élevé. Et quand on est dans des phases très très basses au niveau des courants magnétiques des sols, c'est pour ça qu'on conseille à nos clients et amis de remettre du basalte dans les sols pour recréer le maximum de courant au niveau des sols. Donc ça peut jouer aussi au niveau de la qualité de la vie de l'organisme vivant présent dans les sols. C'est-à-dire que la vie de la plante, la partie émergée avec la vigne, il y a forcément des interactions au niveau du sol, au niveau des éléments, et au niveau de champs aussi de courants magnétiques qui sont sans lesquels on ne vivrait pas comme ça. Donc ces courants paramagnétiques, ils sont très très importants. Ils se régulent très facilement, c'est-à-dire qu'avec un peu de basalte, par exemple quelques centaines de kilos par hectare, ce sont des éléments qu'on arrive facilement à rétablir. Ce qui peut jouer aussi sur la vie du sol et ce qui pourrait expliquer peut-être la baisse par rapport à avant de cette baisse de biophotons dans les vins, ça pourrait être la pollution des vols. Ah oui, pardon. Alors, ouais, Oui, non, mais arrête-moi si je vais... Non, c'est juste pour savoir sur quoi tu te bases pour dire qu'il y avait moins de biophotons, qu'il y a moins de biophotons dans les vins aujourd'hui qu'avant. T'as fait une analyse sur un vin nous, on fait... vieux? Ah oui, oui. Mais t'as pas montré des valeurs vivantes. Un vin ou un vin résidu de vin? Peut-être précisément à 100%. Les deux. Le vin, aujourd'hui, le vin le plus vieux en tant que liquide, il a 2000 ans. Ok. Donc liquide, vraiment. En tant que, un vin liquide, encore, avec à peu près les mêmes constitutions que les vins que vous faites là, Ouais. il a 2000 ans. Ok. Et donc t'as eu accès à des vins comme ça? Donc, quand on mesure des vins aussi vieux que ça, on retrouve dans ces vins-là des valeurs biophotoniques plus élevées, avec, ça s'accompagne parce que nous, on est spécialisé dans les analyses de biophotons, mais on travaille avec des laboratoires qui font des analyses biochimiques, biophysiques. Et quand on fait des analyses en complément, on s'aperçoit que le taux de polyphénol est aussi beaucoup plus fort dans ces vins anciens. Donc le phénol. Sûrement, ouais. Juste pour revenir juste là-dessus, C'est pas sûr. est-ce que tu as envisagé l'hypothèse que ce qui peut faire perdre cette quantité de biophotons entre le raisin et le vin, aujourd'hui, est-ce que ça pourrait pas être la pollution électromagnétique? Parce que je connais un vigneron, sinon deux, qui font des cuvées sans électricité. Est-ce que tu penses que ça pourrait... Non. Non, c'est pas la peine de Non, creuser. pourquoi? Parce qu'on a récemment
mesurer les vins d'un domaine qui, au niveau électrique, je pense qu'il y aurait beaucoup de choses à refaire, hein, Hélène. Mais d'autres, on a mesuré un niveau de biophotons exceptionnel au niveau de ces vins. Plus que faudrait. Plus que tous les vins qu'on n'a jamais mesurés. Et les vins de Frédéric étant déjà extrêmement élevés. Ouais. Donc, on sait pourquoi. Je vais donner quelques pistes de réflexion pourquoi on a de telles baisses. Donc, voilà. Est-ce que les traitements fongicides, est-ce que le niveau de métaux lourds dans les sols participe à cette baisse de biophotons? Franchement, je crois pas. Parce que on peut mesurer dans des sols qui sont relativement propres, avec des niveaux de cuivre, de magnésium, de potassium, enfin un sol relativement équilibré. On peut retrouver de très mauvaises valeurs, comme des valeurs un peu meilleures dans des sols qui sont à la base pourtant moins favorables à la vie du sol. Donc c'est plus la culture, la bio, Ouais. la biodynamique qui... Pour moi, l'élément principal, ça va être une méthode que vous faites quand vous réalisez un vin. C'est-à-dire, quand vous réalisez un vin, au départ, bon, il y a le mou, il y a le contact avec la peau, il y a le contact avec les grains de raisin, les pépins. Il faut savoir de toute façon que quand je mesure un biophoton, en fait, un tiers de ma valeur du biophoton correspond à l'émission de l'ADN qui est contenu dans l'organisme que je mesure. Donc sur 100% du biophotons, il y a 30% de l'ADN émis par les cellules contenant le matériel génétique. C'est ce que je mesure. Les deux autres tiers, c'est lié aux mitochondries et au chloroplasme qu'il y a dans les cellules. Et quand je mesure des vins, si vous voulez, qui ont des fortes émissions de biophotons, c'est que le viticulteur a laissé extrêmement longtemps le contact entre le jus et le mou, et qu'il a fait des élevages sur lui. Si vous séparez trop tôt, alors après, attention, là je vous parle de mesures biophotoniques, je vous parle pas de qualité organoleptique. Après, vous, votre souci, c'est toujours de trouver l'équilibre entre voilà, le meilleur équilibre possible sur ce que vous pensez être le vin qui correspond le plus à vos attentes. Alors, le contact avec le mou, donc avec la peau, ok, mais pas seulement, avec les lits également, parce que tu as mesuré des taux extrêmement élevés. Bon, donc Frédéric, hein, qui est au-dessus. Mais je parle du champagne marqué, c'est un pressurage direct. C'est ça. Et donc c'est uniquement l'élevage sur lit après qui maintient. Ouais, parce que il y a beaucoup d'études scientifiques qui disent que les lits, en fait, sont mortes. Certainement pas. Aujourd'hui, la science, quand vous regardez les études scientifiques sur les lits, dit, bon, dormance, dans le meilleur des cas, vous allez trouver que les lits sont en dormance. Et dans le pire des cas, vous allez trouver que les lits sont mortes. Donc, ils apportent la preuve scientifique que les lits sont mortes. Mais Très bien. Donc, moi, je vais mesurer des lits mortes. Mais quand je mesure des lits mortes, en fait, je détecte des biophotons, donc elles sont vivantes. Et ce qui est intéressant, c'est quand il y a quand même beaucoup de macromolécules qui sont générées dans cette transformation, notamment les polysaccharides. Et donc, il y a un transfert d'informations. Moi, ce que je mesure, est-ce que je mesure de l'ADN? Mais l'ADN, c'est quoi? C'est une information? C'est autre chose. Donc, quand je mesure les biophotons, j'ai 30% d'informations que je mesure. Donc, les meilleures valeurs que l'on a, c'est effectivement dans dans le reste des cellulaires des levures qui l'ont fermenté. Et on avait mesuré un vin grec il y a quelque temps sur des vignes à Santorin, avec des vignes en de vigne, dont un peu comme le Chalice. Alors, ces vignes à lui ont 250 ou 300 ans. Et il fait un élevage sur lit, et il laisse un contact avec la peau pendant un certain nombre de jours. Là, si je mesure un vin comme ça, j'ai des valeurs qui deviennent un peu plus cohérentes par rapport à la chute brutale que je vous ai montré tout à l'heure. Donc, on a recherché comment étaient faits les vins dans l'Antiquité. C'est-à-dire que
s'il y a effectivement cette richesse de polyphénols, de biophotons, de nutriments, d'oligo-éléments qu'on n'a plus, est-ce qu'il y avait des éléments qui étaient rajoutés au niveau du vin? Alors, on a beaucoup étudié les quelques fous qui réalisent un vin spagérique dans le monde. C'est-à-dire, vous savez, en alchimie, vous avez une partie de la chimie qui s'appelle la spagérie, c'est-à-dire qui est plus consacrée à l'étude du végétal. Donc, on a cherché s'il y avait encore quelques illuminés qui faisaient un vin de type spagérique. C'est-à-dire, à un moment donné, où quand vous faites la séparation des éléments entre le liquide et la matière solide, est-ce qu'à un moment donné, dans leur processus de fabrication du vin ou d'un élixir de plante, est-ce qu'à un moment donné, ils réintègrent un certain nombre de ces éléments? Donc nous, on a réintégré un certain nombre de ces éléments. Donc on n'a pas été chercher très très loin. On a commencé par récupérer ce qui était disponible sur vos domaines viticoles. C'est-à-dire que on a récupéré par exemple des sarments et des sèves de vigne. Et on les a calcinés. Et en les calcinant, on a récupéré du carbonate de potassium. Et en purifiant de manière chimique, je sais pas chimique, on va dire, ce carbonate de potassium, on en a fait une poudre de carbonate de potassium extrêmement pure. Et si vous réintégrez ce carbonate de potassium dans le vin, vous allez pouvoir jouer et à la fois sur le pH du vin, sur sa conservation et sur le nombre d'antioxydants qu'il a. Donc, on peut supposer que dans les cèpes et dans les sarments, il y a des composés actifs qui sont extrêmement intéressants dans la continuité de la vie du vin. Donc, on a trouvé un autre élément qui est intéressant, c'est le tartre de cuve, ou ce qu'ils appelaient avant le tartre de tonneau, qui était aussi appelé la pierre essentielle de vin, le cristal de vin. Donc rien que le nom nous a déjà interpellé. Pourquoi appeler ça une pierre essentielle de vin? Essentielle, essence du ciel, pierre de vin, pardon? Pierre philosophale. Pierre philosophale. Voilà, donc déjà les anciennes appellations sont assez curieuses. Donc on s'est dit, bon ben très bien, on va récupérer le tartre de potassium, enfin le tartre de cuve, et on va le transformer. Donc on l'a transformé en bitartre de potassium. Ce qu'on peut acheter dans le commerce. Parce que quand vous voulez jouer sur l'acidité de vin, vous pouvez trouver dans le commerce du bitartre de potassium. Ça vaut quelques euros. Mais nous, on l'a fait nous-mêmes, avec toujours cette méthode en sorte de se rapprocher le plus de cette méthode spagérique. Et de ce bitartre de potassium, en fait, on l'a purifié au maximum, on a fait de nombreux essais avec des œnologues. Donc on a fait beaucoup de choses dessus. Et on s'est aperçu que quand on l'utilisait de manière purifiée à raison de quelques dizaines de grammes par hectolitre, vous faisiez descendre de manière significative le pH du vin, tout en augmentant un peu l'acide tartrique. Jusqu'au moment où vous allez décider qu'entre telle dose de bitartre de potassium et liquide de vin, vous allez essayer de trouver le bon curseur. Donc ça, ce sont des méthodes, on le sait, ce sont des méthodes qui étaient utilisées par des gens il y a très 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 longtemps pour refaire un vin, mais pour faire surtout un vin de santé. Parce que ce qui intéressait certains Égyptiens il y a quelques milliers d'années, c'était de faire du vin de santé pour eux et leur entourage. Après, le peuple, il y avait un vin qui était plus classique, mais disons que les gens qui voulaient faire un vin de santé pratiquaient en grande partie avec les méthodes que je viens de vous expliquer. Et curieusement, quand vous mesurez ces vins-là au niveau de leur polyphénol, d'antioxydants, vous retrouvez une concentration d'antioxydants très forte dans les vins dans lesquels on a rajouté ce type de matière première. Donc il y a peut-être une piste intéressante à creuser, parce que cette matière première, elle coûte 0 €. Elle est présente sur vos domaines. Ce qui est sûr, c'est que cette matière première coûte quelques euros, donc c'est facile à acheter. Par contre, il y a une différence entre acheter effectivement, je ne sais où, du bitartre ou du carbonate de potassium,
et mettre une semaine, comme je l'ai fait, pour réussir à réduire et à récupérer quelques centaines de grammes. Ça veut dire que nous, on peut le faire sur nos domaines, mais Bien sûr. on n'est pas équipé, il y a un processus assez simple ou, hein? C'est rien du tout. C'est-à-dire, si tu veux récupérer du carbonate de potassium pur, tu le calcines. Une fois que tu le calcines, nous on a calciné, s'amusé à Kevin pendant des semaines, 6 tonnes de rhum. Donc on a calciné, et ensuite on a récupéré deux produits. On a récupéré un premier produit issu de cette calcination qui sert comme amendement pour le terre, carbonate de potassium. Alors, tu calcines comment? Il faut quoi? Un récipient, du feu? Calcine, là déjà, attends, on avait, je sais pas, 6 ou 8 tonnes de rhum, donc c'est une montagne. Donc on a calciné, puis ensuite on a tamisé. On va essayer d'avoir déjà une première poudre grise relative comme ça. Mhm. Donc on a rempli des seaux de 10 litres de cette poudre. De la cendre? La cendre. Mhm. Oui, c'est ça. C'est la cendre. Et ça, cette cendre, elle peut servir effectivement, pied de tes vignes, pour apporter normalement un équilibre au niveau des sols. Ça peut participer, ça ne peut pas tout si tu veux. Mais disons que ça participe. Donc ça, c'est très simple à réaliser. Ensuite, si tu pousses la purification, pour purifier, c'est pas difficile. Soit tu distilles, d'accord, et tu vas distiller cette cendre, ou tu vas vouloir faire plus simple et tu vas la porter à ébullition, tu vas la laver, avec l'exivage. Et à force de laver, elle va devenir blanche. Et une fois qu'elle est blanche, tu vas la chauffer à 400 degrés, par exemple, pendant quelques heures. Et là, tu vas la purifier. C'est bête. Non. Mais si tu l'utilises après, tu vas pouvoir jouer sur les propriétés physico-chimiques du vin. Et pour ton tartre, c'est pareil. Moi, j'y suis allé de manière simple parce que j'ai eu quelques loupés, bien sûr. Moi, j'ai décidé, je n'ai pas voulu distiller, en fait. C'est très complexe. Donc, j'ai tout simplement pris le tartre, je l'ai porté à ébullition. Dans de l'eau? Dans de l'eau pure, à une certaine température extérieure. J'ai essayé de respecter, si tu veux, les quelques connaissances qu'on m'avait transmises au niveau de la chimie et de la spagérie. Donc, il y a un process, mais qui est extrêmement simple. Et quand tu la portes à ébullition, et quand tu la laisses refroidir quelques minutes, tu sais, il se forme une première couche tout en haut, qui est en fait un cristal extrêmement précieux. Donc, tu le récupères très délicatement. Et ce cristal, tu le mets de côté déjà. Et si tu veux, ce qu'il va y avoir entre la couche du bas et la couche du haut, alors les quelques cristaux, si tu veux, qui vont rester, ton tartre qui va rester en fond, tu l'abandonnes. Mais par contre, tu as toute une matière intéressante, si tu veux, liquide, où tu prends des louches que tu vas remettre dans un certain nombre de plats, que tu vas laver et que tu vas calciner. Et ça, ce bitartre de potassium, il est vraiment extrêmement intéressant au niveau de ses principes actifs. Et d'ailleurs, ce qui est marrant, c'est que si tu utilises cette manière-là pour jouer sur ton vin, si tu prends la formule chimique entre ce bitartre de potassium que tu achètes dans le commerce à 2 € et celui qui peut être réalisé comme ça, la formule chimique, comme on fait l'analyse, la formule chimique est la même, mais les effets sont pas du tout les mêmes. Quand Jean tout à l'heure parlait d'information, là on est dans l'information pure. D'un côté, tu as un produit avec les deux produits ont la même formule chimique, mais tu en as un qui va pas du tout agir comme un antioxydant, régulation du pH, augmentation de l'acide tartrique pour trouver ton équilibre. Et celui qui est fait de manière spagélique, là, tu vas rentrer dans quelque chose d'absolument magnifique au niveau des effets que tu veux retrouver. Donc ça, c'est simple et c'est déjà accessible sur le domaine. En fait, à force de mesurer les produits, les clients nous font mesurer, en plus du vin, de la terre, des raisins, etc., ils ont voulu qu'on mesure aussi leur amendement. Est-ce qu'il y a des amendements qui sont plus vivants que d'autres à travers les analyses biophoto? Donc, on a mesuré tous les amendements, chimiques, naturels, biodynamiques, etc., etc. Et à force de faire des mesures d'amendement, de mesurer aussi certains produits de traitement antifongiques, on s'est aperçu qu'il y avait des molécules intéressantes et antifongiques dans certains de ces produits. Alors, on a tenté une expérience avec toi
et Frédéric pour distiller, ce qui n'avait jamais été fait, distiller du marc de raisin, distiller les rafles. Donc on a envoyé ça à un distillateur dans le sud-ouest de la France, après Perpignan. Et très très curieusement, on a retrouvé dans cette distillation de marc de raisin des molécules antifongiques, catacrol, linalol, etc. Le problème qu'on a eu, c'est que, tu sais, puisque c'est toi qui nous l'as dit, on a retrouvé une contamination bactérienne après un certain nombre de jours de conservation de cette huile essentielle au niveau de tes produits. C'est pas une essentielle. Les grosses. C'est Voilà, il y avait des traces d'huile essentielle, mais c'était surtout à l'hydrolat. Alors, il y a eu cette contamination bactérienne. Pourquoi? Parce que autant tu vas avoir dans une huile essentielle des principes actifs extrêmement puissants, et dans l'hydrolat, les principes actifs ne sont pas suffisamment puissants pour combattre une forte activité bactérienne. fragile. C'est fragile. Trop fragile. Et moi, je ne sais pas la stabiliser, cette formule, parce que c'était quelques milligrammes par gramme. Les molécules, si vous distillez du marc de raisin ou des rafles, c'est très intéressant, parce que les molécules, elles sont très intéressantes au niveau antifongique contre le mildiou, par exemple. Mais le taux de concentration est trop faible. Alors, on est parti sur une autre voie, où on s'est dit, après tout, qu'est-ce qui se passe quand il y a une attaque du mildiou? Puisque la préoccupation de Frédéric et de tout le monde ici, c'est le mildiou. Donc, comment on peut combattre le mildiou? En fait, quand vous avez une attaque du mildiou, la plante produit, dès qu'elle a un stress, dès qu'elle a ce type d'attaque fongique, elle va produire des polyphénols. Alors, comment se fait-il qu'en produisant des polyphénols, il y ait quand même une attaque de mildiou? C'est parce qu'aujourd'hui, pour des raisons diverses, la plante, la vigne, n'est plus capable d'émettre autant de polyphénol qu'avant. Est-ce que c'est une modification génétique de la vigne? Je ne sais pas, mais elle n'émet plus assez de polyphénol pour combattre efficacement un certain nombre de maladies fongiques. Alors on s'est dit, bon, les polyphénols, moi j'en consomme, contre le cœur, contre le stress, contre la folie passagère, pour le cœur. Pour le corps. Pour le cœur, notamment du resveratrol, puisque c'est la molécule en question qu'utilise la vigne pour se défendre du mildiou. Donc, on va très bien, donc on va cuver. Oui, Raphaël. Alors, du coup, bon, moi, j'essaie de comprendre tout ça un peu de la vie. Ce que je remarque, c'est que nous, cette année, sur la vendange 24, on a eu une seule parcelle qu'on a pu récolter, qui était résistante au mildiou, c'était les bouches à laisse. Et est-ce que les bouches à laisse, on peut calculer le nombre de polyphénol par rapport aux autres parcelles, si on a plus ou moins? Alors, on l'a déjà fait. D'accord. On l'a déjà fait, en fait, sur des vignes de pied franc. Donc, sur des vignes de pied franc, tu as un taux de polyphénol qui n'a rien à voir. D'accord. Donc, je ne suis pas sûr. Par contre, le problème. Et est-ce que c'est parce que c'est des vieilles vignes ou est-ce que c'est parce que c'est des francs de pied? Je pense les deux. Ça, c'est pas sûr. C'est peut-être aussi un cépage particulier. Le problème, c'est que là, tu vois que la plante. Mais au-delà de la plante, il y a le sol. C'est que si tu t'amuses à mettre des vignes franches de pied ou anciennes dans un sol qui est totalement appauvri, bah, tu vas pas permettre à la vigne d'avoir un système immunitaire suffisamment haut. Donc nous, ce qu'on a fait là, on a pulvérisé du resveratrol pur sur les vignes. Après tout, moi j'en consomme. Si je veux combattre certaines maladies fongiques, certaines maladies, etc., moi je consomme du resveratrol. Et pourquoi la vigne? On pourrait pas aider la vigne en pulvérisant du resveratrol. Donc c'est ce qu'on a fait cette année. Au mois entre avril et juillet, en pleine période d'activation du mildiou, on a pulvérisé à des doses très faibles du resveratrol pur sur les vignes. Alors voilà quel est le résultat. Là où on était dans le Var, ça faisait à peu près 6 hectares, il y avait une douzaine de parcelles. Au début, on a fait 3 protocoles. Cuivre, soufre, pur. Cuivre, soufre,
resveratrol et pur resveratrol. Les vignes qui étaient cuivre et soufre ont été impactées au début. Et plus on avançait dans le temps, plus on faisait des passages, plus les vignes qui résistaient le mieux étaient celles qui étaient pulvérisées avec du resveratrol. À tel point que tous les domaines voisins se sont pris cette année entre 30 et 60% de mildiou. Nous, on a eu 0%. Mais zéro. On a juste eu une attaque sur un certain nombre de pieds, une dizaine de pieds, sur lesquels il y a eu un début d'attaque du mildiou. Donc, le Viti a refait un passage avec du resveratrol. Au bout de 72 heures, le resveratrol était brûlé. Le mildiou était brûlé, pardon. Alors, on n'a pas associé que ça, on n'a pas fait que du resveratrol. On sait que, parce que le resveratrol, on a mis 5 grammes par hectare. Quelle origine, excuse-moi, s'il te plaît, pour le resveratrol? Excellente question. On a mis de la renouée du Japon. Pourquoi? Parce qu'on n'avait pas à disposition, je n'ai pas trouvé du resveratrol issu du bois du cèpe de vigne. Et autre question qui va un peu avec ça, c'est, je suppose que tu as dû entendre parler du coup des travaux de Changin sur les extraits de sarment. Ça me dit quelque chose. Ouais, bah, quoi, enfin, je vous le dis aussi parce que pour les vignerons qui cherchent des solutions contre le mildiou, Changin avait beaucoup bossé, et notamment avec des grandes propriétés bordelaises, sur un extrait de sarment, donc ils faisaient des teintures mères de sarment. Et apparemment, c'est ce qui est le plus efficace contre le mildiou en alternative naturelle. C'est extrêmement efficace. Et ils ont abandonné le projet parce que en termes de réalisation, c'était assez lourd, qu'il fallait collecter les sarments, les broyer, les extraire, etc. Et donc, il y a un coût pour la méthode. Sauf que maintenant, il y a 2-3 industriels qui se sont montés en France très récemment et qui ne font que de l'extraction de polyphénol. Sur des sarments, justement? Ouais. Sur des sarments. Ou du mat, du coup. Ou la Non, ils ont abandonné Ah, ok. Le bois. uniquement avec le sarment et en plus avec vos sarments. Ouais. C'est-à-dire que si vous décidez de travailler, la prestation ne vaut rien parce que vous n'avez pas besoin de kilos de resveratrol pour traiter quelques hectares. Vous avez besoin de quelques grammes, voire quelques dizaines de grammes. Donc la prestation est faible. Ce que je trouve intéressant, c'est si vous utilisez vos propres sarments, il y a peut-être quelque part une information Bien sûr. C'est super. qui va être de nouveau réintégrée au niveau de la plante. Donc ça, je trouve ça génial. Mais moi, et par les gens, C'est sarment ou cèpe de vigne, hein. Oui, ça, Mais attention, les cèpes de vigne, Tu quand peux ils sont utiliser les deux, l'arsenic de soude dedans, c'est peut-être pas... mais ils utilisent, c'est beaucoup plus pratique Les sarments. d'utiliser les cèpes. Non. Cèpe ou les sarments? Les Le cèpes. pied de vigne, le Le pied de vigne, le pied de vigne, le pied de vigne. Continue, le pied de vigne. Mais tu peux, mais ils utilisent les deux. Et pour eux, au niveau de la logistique, au niveau de la Parce que le sarment, préparation. on a tous les ans quand tu t'arrêtes, tu le ramasses, très bien. Ouais. Alors que le cèpe de vigne, avant d'arracher, on n'a pas su. Ben voilà, Oui, Tu peux utiliser les deux, mais ils viennent de découvrir dans l'écorce Ouais, ça. d'autres molécules dont ils sont en train de se servir en expérimentation pour la conservation, pour la stabilisation de la fermentation. Donc tu peux faire beaucoup de choses avec cette... Je suis persuadé qu'on jette des choses, enfin qu'on brûle des choses. Rajouter. Tu peux pas. C'est une matière première qui est disponible sur mon domaine, qui peut être réutilisée de différentes façons. Moi, je parlais de la spagyrie, mais on pourrait très bien se focaliser uniquement sur le resveratrol contenu dans les cèpes. Et en plus, cette boîte-là, qui est vraiment très avancée au niveau de la recherche, découvre d'autres molécules avec des rôles très précis. C'est-à-dire que pour le mildiou, elle va sélectionner parmi les stimulants, les polyphénols, les flavanols, etc., une molécule bien particulière, où elle sait déjà qu'elle est... Moi, j'ai utilisé de manière vulgaire de la renouée du Japon parce que j'avais pas de resveratrol issu de cette ligne, malheureusement. Et voilà, donc là, tu as un capital génétique en plus, avec un retour, si tu veux, sur le domaine. Et voilà. Parce que si Tu peux tu donner le nom des 3 prestataires, s'il te plaît? oui, il y en a un qui s'appelle orthophénol. Méthophénol. Et j'en ai, tu regardes sur Internet, hein, Ouais. tu vas tout de suite comprendre. Il est en train de faire. Et il y en a quelques autres.
qui sont, j'ai plus le nom en tête, mais Il n'y en a pas Ah, bah, je vais en trouver. Bretagne, t'as dit, c'est ça? C'est un le programme. final est en Bretagne. Donc il a quand même levé la modique somme de 60 millions d'euros pour avoir une machine, parce que quand tu extrais du polyphénol, tu peux le faire de 3 manières. Soit tu utilises de manière, sans nous, empirique, une machine à ultrasons. Là, tu vas pouvoir extraire effectivement des polyphénols. Soit tu utilises une machine à courant pulsé. Je ne connais pas. Ou soit tu utilises, comme le fait orthophénol, une machine hyperfréquence. Ils viennent d'investir sur une machine de 60 millions d'euros pour vraiment faire de manière industrielle. Donc eux travaillent avec la cosmétique ou avec une industrie qui travaille avec les compléments alimentaires, etc. parce qu'ils utilisent beaucoup de resveratrol. La viticulture ne représente un marché tout à fait pour eux. Mais alors, nous, on a associé dans nos protocoles sur le domaine qu'on avait dans le Var, dont le but était de récupérer tous les éléments, le maximum d'éléments du domaine, de pouvoir en faire quelque chose, comme je l'ai dit avant, et d'avoir un traitement antifongique le plus fiable possible et le plus reproductible possible. Alors, on a quand même associé au resveratrol, on a fait une sorte de cocktail avec des huiles essentielles de thylatimol et d'origan. Pourquoi j'ai oublié origan, mais il y avait de l'origan dedans. Pourquoi? Parce qu'on sait, on l'a fait à Palmer, on l'a fait à différents endroits, etc. On sait que les molécules antifongiques de l'origan et du thym sont extrêmement puissantes. Le problème, c'est que ceux qui utilisent des huiles essentielles de ce type-là disent quelquefois ça marche, mais pas tout le temps, ou ça a cramé mes feuilles. Ils ont raison. Et ils ont fait plusieurs erreurs. La première, c'est de quelle est l'origine de l'huile essentielle dont je parle. Donc nous, comme on travaille avec quasiment tous les distillateurs de France, parce qu'on mesure l'activité biophotonique de leurs huiles essentielles, une huile essentielle, c'est vraiment en charge biophotonique, c'est très 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 élevé. Et donc, on a mis du temps à trouver quel était le pourcentage de molécules de carbacrol et de linalol qu'il te fallait dans le thylatimol et dans l'origan. Donc, si tu joues sur cette molécule, si elle est trop puissante, ça va avoir un effet qui va être complètement jaunissant sur les feuilles. Et si ces pourcentages sont trop bas, ça produit pas d'effet. Donc, on a mis du temps à trouver vraiment ces bons pourcentages. Donc, on a fait un cocktail. Resveratrol, thylatimol, origan. On a mélangé avec du savon noir pour qu'il y ait eu quand même un minimum d'accroche au niveau des feuilles. Et on a mis du solubol, qui est un dispersif. En fait, le solubol, si tu veux, il va créer une homogénéité au niveau de ce flux, parce que les huiles essentielles, tu vois, faut que ça soit quelque chose de très, très, très homogène. Et ça, c'est le cocktail dont je parlais tout à l'heure, ou le résultat. On l'a pas fait sur 10 000 domaines. On l'a fait que sur quelques domaines. Mais on a 0% d'attaque du mildiou sur les domaines où on a mis ce type de cocktail. Pardon, à l'effet, on parle d'un effet curatif ou au contraire stimuler les défenses naturelles de la plante? Alors, Bonne question. très bonne question. On l'avait fait uniquement à titre préventif. On avait commencé à peu près mi-mars. On a commencé tôt, je crois. Avril, au début avril. Et on l'a fait à titre préventif pour voir effectivement par rapport aux autres protocoles ce qui se passerait. Et il n'y a eu aucune attaque. Donc, et je pense qu'on peut encore faire mieux parce que le problème, si vous voulez, c'est que quand vous mettez des produits comme ça en pulvé, vous avez beaucoup de perdition. La preuve qu'on voit dans les sols, quand il y a des pulvérisations au niveau du cuivre, petit à petit, le cuivre rentre dans le sol, s'installe, etc. Les manières d'encapsuler un peu le cuivre, Hélène en parlera tout à l'heure avec les champignons, c'est une solution qui est efficace, mais le problème, c'est qu'il y a trop de perdition. Alors, on est sur des produits qui ne coûtent pas très cher déjà à la base. Que quand vous mettez quelques grammes de resveratrol, on parle de quelques euros. Allez, je crois, quelques euros, allez, une dizaine d'euros à l'hectare. Donc, on n'aura pas de produits. Voilà. Je pense qu'on peut en mettre un peu plus, parce que nous, on a mis entre 3 et 5 grammes d'hectare. Je pense qu'on était vraiment très, très timide. Alors, on pourrait bien augmenter les doses, sachant que comme le resveratrol est un antioxydant majeur,
il y a quasiment aucune chance pour qu'il y ait des effets secondaires ou qu'il y ait un surdosage. On pourrait faire mieux que ça encore. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous savez, dans les compléments alimentaires, ils se sont fait une spécialité de micro-encapsuler des molécules actives. Donc, on dit, bon, bah, très bien, la micro-encapsulation, une cocktail. On a étudié ça de près avec 2-3 boîtes qui font de la micro-encapsulation en France. Et bien sûr que c'est micro-encapsulable. Et micro-encapsuler un cocktail que vous avez défini, alors vous, si vous avez un protocole, n'importe quoi, avec de l'aprel, avec un extrait de chêne, etc., vous pourriez très bien rajouter au resveratrol vos propres formulations que vous pourriez micro-encapsuler. Ou là, si vous voulez, la micro-encapsulation, ça fonctionne comme ça. Quand la microbigne va rentrer en contact avec la feuille de vigne, par le contact, elle va pénétrer dans la feuille. Donc vous n'avez plus cette dispersion comme ça. Tu vois ? D'ailleurs, vous pourriez aussi définir que la membrane qui entoure votre micro-encapsulation, de lui dire, bon ben voilà, je veux que tu aies ton action à travers un contact, ou quand il fait 10 degrés, ou quand il pleut. Vous pouvez définir le mode de transfert. C'est une libération. Ouais. Mais bien sûr. Et là, vous réduisez, vous faites des économies, parce qu'il y a moins de dispersion. Peut-être qu'il faudrait encapsuler le cuivre déjà, toi. Oui, vous pouvez. Ah, Vous pourrez. Donc, ça, c'est ce qu'on a. Ça, c'est ce qu'on a trouvé. Mais après tout, c'est extrêmement logique parce que la plante, pour se défendre, elle émet du resveratrol. C'est qu'il en manque de resveratrol. Injectons du resveratrol dans la plante jusqu'à temps peut-être de retrouver un système immunitaire au sol suffisant pour lui permettre de combattre. Rien de vraiment extraordinaire d'avoir imaginé cette solution. Est-ce que toutes les matières qui servent à encapsuler pénètrent à l'intérieur de la cellule végétale? Oui, tout à fait. Toutes? Ah ouais, oui. Ouais. Alors c'est une membrane, si tu veux, En quoi? qui est neutre, hein, c'est une sorte de... lipidique. Pardon? des membranes lipidiques. Oui, c'est une membrane lipidique. Je ne me rappelle plus la composition, mais c'est totalement neutre. Le but, c'est pas encore de rajouter... C'est la même chose que ces nanoparticules lipidiques là dont on parle. Exactement. Et donc il y en a certaines qui sont pathogènes chez eux. Ces nanoparticules lipidiques. Il semblerait. Oui, parce qu'il y a nanoparticules lipidiques et nanoparticules lipidiques. D'accord. Nous, on utilise quelque chose Naturel. oui, voilà. Ça dépend surtout de ton capsule. Oui. Le micro-encapsuleur, c'est toi qui lui donnes ton cahier des charges. Si tu me dis, faites-moi quelque chose de très pathogène, il va faire quelque chose de très pathogène. Lui, ce n'est qu'un exécutant, ce n'est qu'un technicien de la micro-encapsulation. Ouais. C'est toi qui décides de la formulation que tu décides, que tu fais une micro-encapsulation. Pour moi, l'avenir, en discutant avec Autophénol ou avec d'autres chercheurs ou d'autres industriels qui sont sur les polyphénols, je suis certain que l'avenir des maladies antifongiques, combat des maladies fongiques, c'est les polyphénols. Et probablement d'ailleurs peut-être plutôt un cocktail de polyphénol que de chercher à isoler, comme tu disais, le prestataire qui cherche à isoler vraiment une molécule dont il sait qu'elle est efficace, ce que je comprends. Et c'est certainement plus efficace dans le cadre d'un cocktail avec plein de molécules efficaces, quoi. Mais aujourd'hui, on sait un peu plus vraiment quel type de polyphénol va agir contre le gueule, contre le mildiou, etc. Tu choisis les bonnes molécules, et puis ce molécules guérissent, en association ou pas avec nous, ce qu'on a mis en place comme solution, ou avec ton propre cocktail de molécules. Donc voilà, donc il y a vraiment des choses intéressantes en utilisant la ressource de vos domaines. Alors je ne dis pas que vous avez fait radin quand faisaient les Égyptiens leur fameux vin Chédé, ils appelaient ça, qui permettait une vie éternelle.
Ah, Intéressant. c'est Jack qui a la solution. L'internet, Je l'ai vu pour ça, moi. comme des gens de quelques centaines d'années. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils utilisaient les élixirs de plantes pour éviter de tomber malade, pour une question de longévité, etc., etc. On a mesuré, nous, des produits de spagyristes au niveau des élixirs de plantes, ou quelques-uns moins pas connus, qui font encore du vin. C'est extrêmement surprenant. C'est la première fois de ma vie que j'ai pu mesurer un produit transformé qui avait des valeurs biophotoniques supérieures à la plante dont il était issu. C'est impossible. Dans les livres, ça n'existe pas. Ça. Donc, il y a des choses intéressantes. Et pas très très compliqué. Moi, je suis un chimiste amateur. Donc, quand je distille, quand je fais mes préparations, c'est des choses très très... Voilà, je t'ai donné la formule, le protocole, je te l'écris, n'importe qui, un enfant de 10 ans le reproduit, si tu veux. Il y a sûrement des choses beaucoup plus complexes, peut-être. Ouais. Moi, j'ai essayé de respecter la température, l'érigé, la lune, etc. J'ai essayé de bien faire les choses. Essayons de rester simple. Je pense que c'est il faut rester, si on veut rester près de la nature. Plus j'ai avancé, plus j'ai fait ça. Et tu penses qu'on peut extraire, pour aller dans le sens de Nicolas, pas seulement le resveratrol, mais tous les polyphénols depuis le vin? Oui. Et en plus, ce qui est intéressant, c'est que Pantophénol me dit, ouais, mais ok, c'est bien, ça a fonctionné, mais il y a des molécules. Le but, c'est de ne pas utiliser que le resveratrol. Aujourd'hui, voilà, on parlait de cocktail de polyphénol. C'est effectivement, je choisis en fonction du résultat que je veux avoir. Et est-ce que le vin, justement, ne contient pas? C'est le vin de domaine? Le vin, sûrement, mais t'as plus de polyphénol. Donc, l'œnologue avec qui on a travaillé, là, dans le Var, elle a dit deux choses. Au début, on a fait des essais. Avec cette histoire d'équilibre entre le pH et l'acide tartrique. Donc, on a fait des petits essais dans son labo. Au final, aujourd'hui, ils m'ont refilé du tartre à distiller, là, à porter à ébullition, parce qu'ils vont le faire sur leur sang, sur tout leur chai. Voilà, donc ils sont convaincus de ça, c'est la première chose. Ensuite, elle a dit que sur les fameux cocktails de polyphénol, elle a décidé de ne plus utiliser de glutathion. Parce que dans les mesures qu'on a faites, on s'est rendu compte qu'avec effectivement la réintégration de certains de ces éléments, tu avais un antioxydant naturel qui était beaucoup plus important que dans son vin qu'elle faisait de manière traditionnelle. Bon, merci beaucoup. Je laisse la place à Hélène. Alors là, c'est une photo d'une racine de vigne qui a été mycorhizée, qu'on a pu donc photographier lors d'un test de coloration, je vais en parler, qui permet de détecter le niveau de mycorhisation d'une racine de plante. En l'occurrence, là, c'est une racine de vigne. Alors, on voit déjà un certain nombre d'éléments du matériel génétique du champignon. Dans ce cas présent, on voit des vésicules. Je vais vous dire j'expliquerai après ce que c'est. Et en fait, ce test dont on va parler, c'est un test qui est souvent utilisé pour justement des opérations qui sont utilisées pour pouvoir identifier le niveau de mycorhisation d'une plante, et en l'occurrence d'une racine de vigne. Alors, pour vous situer les champignons mycorhiziens, si on dégrossit un peu, on a à peu près sur le sol 2 millions de bactéries et de champignons. Dans 1 gramme de sol, on a 1 million de bactéries. 1 gramme. 1 gramme. Dans 1 gramme de sol, on a 1 million de bactéries. Les champignons, de manière générale, c'est plus 50% de la biomasse vivante, hors racine. Et dans les champignons, on distingue 4 types de champignons. Il y a les décomposeurs, les pathogènes, les prédateurs et les symbiotiques. Et c'est les symbiotiques dont on va parler, puisque les symbiotiques, c'est des champignons mycorhiziens. Et dans ces champignons mycorhiziens, vous avez
deux grands modes d'action. Il y a des ectomycorhiziens, dont on ne va pas parler, et les endomycorhiziens. Les ectos, ben, vous les connaissez tous, ce sont tous les champignons qui poussent dans la forêt, c'est-à-dire qui sont en dehors de la plante. Ce sont les chanterelles, les trucs, les cèpes, voilà. On retrouve dans la casserole. Voilà, c'est les champignons Dans la casserole. qui sont visibles. Alors que les champignons endomycorhiziens, on ne les voit pas. Parce que ils sont dans la racine. Alors, ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand on dit symbiotique, c'est vraiment qu'il va travailler en symbiose, c'est-à-dire en échange avec les humains. C'est-à-dire qu'il va aller chercher, grosso modo, et on verra. Mais c'est bon. Il va aller chercher le champignon de manière générale, avec qui je vais rentrer dans les détails. Il va aller chercher des nutriments dans le sol, ainsi que de l'eau. Il va ramener à la plante, qui en échange va lui donner des sucres pour grossir. D'accord? Alors, là, de manière schématique, le champignon mycorhizien, il est constitué de quoi? Alors, on a déjà des spores qui sont naturellement dans la nature, qui vont germer, qui vont ensuite rentrer dans, là, c'est la partie. C'est la racine, ça. C'est la racine et c'est la partie corticale de la racine. Il va rentrer dans le premier niveau racinaire du cortex racinaire pour aller faire ce qu'on appelle d'abord des arbuscules. Enfin, des arbuscules et en même temps des vésicules. Donc, il y a deux types de matière génétique dans la racine. Les vésicules, ce sont des poches qui stockent les nutriments et qui vont être disponibles pour la plante en fonction de ses besoins. Et l'arbuscule, c'est ce petit mycélium finalement qui est dans la racine de la vigne. Et c'est le lieu d'échange entre l'intérieur de la plante et l'extérieur, c'est-à-dire le sol. Puisqu'ensuite, l'arbuscule, il va aller, à travers le nif, se développer, faire du mycélium, qui va aller chercher au plus loin des éléments nutritifs que la racine des vignes ne peut pas aller chercher puisqu'elle est fixe. C'est finalement un sous-traitant à bas coût pour la racine. Parce que ça lui permet d'éviter de faire trop de carbone, aller chercher loin des nutriments, et surtout, il n'y a pas cette flexibilité comme la racine, finalement, les champignons mycorhiziens. Parce que l'if, là, il est 10 fois plus petit que la radicelle. Donc, il peut aller explorer, justement des fissures dans le sol, parce que vous savez bien que la racine de vigne, elle ne peut pas fragmenter le sol, et ça va être le champignon mycorhizien qui, lui, va pouvoir aller dans les interstices du sol pour aller chercher, notamment le phosphore, mais aussi des oligo-éléments que ne peut pas aller trouver la vigne, la racine de vigne. D'accord? Donc, c'est cet échange de bons procédés qui fait que c'est la symbiose entre la plante haute, la vigne, et haute avec un circonflexe, et le champignon. Ceci dit, la vigne peut quand même fournir pas mal de son carbone tel que le champignon puisse croître quand même. Hein. Donc, il y a quand même, c'est pas neutre parce qu'il faut qu'elle lui fournisse quand même pas mal de sucre. Donc, il y a quand même, ça reste un sous-traitant, mais ça reste un sous-traitant gourmand en carbone. Faut pas l'oublier. L'autre chose qui est importante dans la mycorhisation, c'est que la mycorhisation, elle existe depuis la nuit des temps. Parce que pourquoi on s'est intéressé, nous, à la mycorhisation en tant qu'inalable? C'est que on s'est rendu compte, comme disait Olivier, qu'il y a une déperdition, quand on mesure les photons dans un sol, on a de plus en plus de sols qui font un niveau de photons qui est de plus en plus faible. Et en discutant avec des gens de l'INRA, avec d'autres chercheurs, ils nous ont dit, mais vous savez, en fait, on trouve que globalement, les mycorhizations sont faibles. Parce que toutes les plantes, 90% des plantes terrestres sont quand même mycorhizables. Il y a à peu près 400 espèces de mycorhizes, et sur les 400 espèces de mycorhizes, on en a 150 qui sont à arbuscules, des champignons mycorhiziens arbusculaires. D'accord? Donc ces champignons, ils ont été identifiés il y a à peu près moins d'un siècle, d'accord? Ça veut dire qu'on les connaît depuis peu, mais ils ont toujours été là, puisque la plante, elle est capable d'endomycorhizer naturellement. Elle a des gènes pour endomycorhizer. D'accord? Donc,
cette mycorhisation, elle était visiblement assez présente il y a des dizaines d'années, et progressivement, on s'est rendu compte que cette mycorhisation, elle est de moins en moins évidente pour les plantes. Pourquoi? On va voir en détail, parce que les plantes, c'est quand même la plante qui décide si elle va être endomisée ou pas. D'accord? C'est en fonction, si vous voulez, si la plante, vous mettez des engrais minéraux, elle est sous perfusion. Et donc, pourquoi elle irait accepter un champignon mycorhizien, un champignon mycorhizien qui va lui chercher du phosphate, du phosphore, alors qu'on lui donne du phosphore par engrais minéral. Donc là, ça stoppe la mycorhisation. Et ça, c'est problématique, en fait. Toute la nouvelle agriculture, alors on sait que vous ne faites pas ça, vous vous donnez la perspective, avec tous ces engrais minéraux, en fait, on a stoppé une mycorhisation naturelle qu'avait la plante. Donc ça, c'est au niveau de la plante. Et ce qu'on a fait au niveau du sol, à force de labour et donc de compactage des sols, et puis de toxicité avec un certain nombre de produits sur les sols, faut voir que le mycorhize, le spore, ils sont fragiles en fait. Et donc ça empêche toute possibilité de mycorhisation. Donc voilà. Ce qui va être important de comprendre aussi avec ce schéma, parce qu'après, je vais vous montrer des exemples de retours d'expérience sur un certain nombre de domaines viticoles sur lesquels on travaille, c'est que la mycorhisation, elle se fait en 2 étapes. Il y a d'abord une mycorhisation dans la racine, donc intraracinaire. Ça, c'est le premier niveau de mycorhisation, ça va être l'implantation, d'accord, la pollinisation. Et dans un deuxième temps, il va falloir que les ifs viennent coloniser le sol. Et ça, c'est extra-racinaire. Et ça, c'est extrêmement aussi important. Et c'est là où on voit que le mycorhize, il va agir non seulement sur la vigne, mais sur le sol de votre vigne, de vos vignes. Et les deux sont importants. Et les deux vont en même temps. Donc, il va falloir que ce mycélium se développe, parce que c'est lui qui va aussi structurer votre sol. On va voir comment. D'accord? Alors, si je commence par les effets de la mycorhisation sur la vigne. Dans la mesure où on a ces petites vésicules dont je vous ai montré, ces vésicules, elles retiennent. Alors, c'est le mycélium qui va aller chercher l'eau, qui la ramène dans la plante, et la plante peut la stocker au niveau des vésicules. Donc, il y a une capacité de rétention, de captation et de rétention d'eau grâce au mycorhize dans la racine de la plante qui est importante. Donc, résistance à la sécheresse, au stress hydrique, qui est accrue quand une plante est endomycorhisée. Il y a aussi le fait que la racine soit mycorhisée, ça va renforcer le cortex racinaire de la racine et ça va lui permettre de lutter contre les pathogènes racinaires. D'accord ? Ça va aussi provoquer chez la plante une sécrétion plus importante d'hormones qui vont lui donner une vigueur, une croissance bien supérieure, d'accord, une vitalité. Donc on a une meilleure vitalité, une meilleure rentabilité aussi, on peut dire un meilleur rendement au niveau ensuite des baies. On a au niveau du sol, du fait qu'on a cette mycorhisation, on a un meilleur ancrage. La plante, elle a non seulement ses racines, mais elle a tout le réseau mycélien, et donc ça va vraiment permettre à la plante d'être bien ancrée. Et ce dont on parlait ce matin, ce qui est intéressant dans la vigne, c'est qu'un pied de vigne fort, qui a un réseau mycélien qui va se développer, imaginons qu'on a un autre pied de vigne à côté, si ce pied de vigne est plus faible, elle va prêter des nutriments au pied de vigne à côté. C'est-à-dire qu'il y a des échanges, c'est-à-dire que l'échange ne se fait pas non seulement entre le champignon mycorhizien dans la plante avec le pied de vigne, mais grâce au réseau mycélien, on a des échanges entre plantes, entre pieds de vigne. Et ça, c'est super important si on veut justement l'effet, comme disaient Jean ce matin, c'est pas... On dit la vigne, mais en fait, c'est les vignes, c'est l'ensemble. Enfin, on disait parce que dans un pied de vigne, finalement, on a plein de descendants, mais finalement, quand on met tous ces individus côte à côte, en fait, ils sont sur une même parcelle et ils vont, entre guillemets, résonner, s'harmoniser entre eux. Donc, il y a quand même une harmonisation qui se fait, une entraide souterraine qu'on ne voit absolument pas, mais qui existe, grâce à ce réseau.
il y a des échanges aussi. Quand il y avait les arbres, il y avait des échanges avec les arbres. Oui. Ces arbres donnaient du goût au sol. Et la vigne prenait le goût. Enfin, je peux peut-être le faire raccourci. Prenait un goût des arbres fruitiers qui étaient là. Oui. Donc la Parce question. que les arbres, tout à fait, parce que les arbres fruitiers sont aussi en mycorhizien, c'est bien de vous en parler, parce que avant, il y avait des haies, justement, Oui. il y avait des arbres fruitiers dans la ville. On était plutôt sur un système d'agroforesterie sur lequel on revient aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'il y avait un certain nombre d'arbres fruitiers qui sont justement la limite entre la forêt, qui est carrément une mycorhizienne, et finalement des productions qui sont beaucoup plus basses. Et l'arbre fruitier était soit au milieu, soit en tout cas, il entourait les parcelles. Et il permettait cet échange mycorhizien. Et là, vous avez raison, c'est que le microbiote d'un arbre fruitier va être complémentaire au microbiote des vignes. Et il y avait cet échange, grâce à certaines bactéries notamment, cet échange qui pouvait se faire et en fait révéler grâce à certaines hormones, révéler en fait des capacités organoleptiques. Et on pouvait trouver du coup le goût du fruit, du fruitier à côté de la vigne, dans le raisin de la vigne. Donc on peut se demander si le jour le sol n'aura plus le souvenir d'un fruitier, si la vigne aura encore des goûts de fruits comme elle donne. C'est la question ce matin, oui. Oui. Et observation qui est très j'ai observé qu'en fonction des parcelles, et c'est plutôt des arbres à noyaux Oui. et d'autres endroits des arbres à pépins. Oui. C'est pas. Non, c'est pas le même type de mycorhisation. C'est vrai que je voulais dire, mais il y a quand même des mycorhisations qui sont différentes. Là, je parle de la mycorhisation de la vigne. Oui. Parce que là, c'est à arbuscule, puisque je vous ai montré ce qui va être. L'arbuscule, c'est ce mycélium qu'il y a dans la plante. C'est lui qui est le lieu qui facilite l'échange entre l'extérieur et l'intérieur. Mais chez les pommiers ou dans les légumineuses, par exemple, c'est pas le même transfert de nutriments et c'est pas le même. Il y a des transferts, il y a des échanges, mais c'est pas les mêmes échanges. Et ce qui est important, justement, c'est de mixer ces échanges, en fait. On est d'accord. Et c'est pour ça que souvent, bon, alors vous n'avez pas ce problème parce que vous avez un enherbement de folie, mais nous, où on est dans le Var, c'est une catastrophe. Les sols sont secs, sont nus. Donc on est là, mais mes découverts végétaux, parce que sinon déjà ça fera descendre la température, parce que pendant l'été, l'état des sols, la température, et le fait de mettre par exemple des légumineuses, que ce soit de la févrole ou de la luzerne ou autre chose, en fait ça va développer certaines mycorhizes, parce que la mycorhize et la légumineuse est un peu différent, mais ça va créer un réseau mycorhizien, parce qu'en plus la légumineuse est très dépendante aussi de la mycorhize, la vigne est très dépendante de la mycorhize aussi, ça on l'oublie. Il y a même certaines plantes qui sont très dépendantes des mycorhizes, comme les pommiers aussi, et ça crée ce réseau mycélien qui va favoriser la vie et qui va aussi changer, qui peut avoir une influence sur, in fine, des propriétés organoleptiques du vin, enfin des raisins, déjà du raisin, puis ensuite la manière dont... Et donc on peut dire que cette association, c'est aussi une notion de terroir. Oui, alors tout à fait. C'est ce que disent d'ailleurs les Bourguignons depuis, Guidi et Claude Bourguignon. Pour eux, c'est non seulement on sait la géologie, l'orientation, tout ce qu'on sait, leurs 4 paramètres, mais ils rajoutent à ça les bactéries et les champignons qu'on va trouver sur votre sol, issus de toutes les plantes qui sont sur votre parcelle et qui sont en cohérence, normalement. Qui définissent le terroir. Qui définissent le terroir. Ça va être cet ensemble. Et il y a naturellement, ce qu'on va chercher, c'est avoir des bactéries et des champignons qui sont favorables, qui sont symbiotiques. Parce que c'est sûr, si c'est pour trouver des pathogènes, on va peut-être pas. C'est plus du terroir. Là. On est d'accord. Bon, vraiment, la notion de terroir et telle que vous définissez les Bourguignons, c'est vraiment la recherche d'avoir ces bactéries et ces champignons symbiotiques favorables pour le développement des plantes de la parcelle dont on parle. Il faut savoir aussi que, on en parlait tout à l'heure, le champignon mycorhizien a une certaine tolérance aux métaux lourds et notamment au cuivre. Certaine, c'est-à-dire qu'il va les chélater, c'est-à-dire qu'il va
les pomper, hein, la chélation, c'est littéralement, c'est les pomper pour les isoler quelque part. Alors, il va les mettre quelque part dans un lieu qui est pas nocif pour la plante, d'accord, mais dans une certaine mesure. C'est-à-dire qu'à un moment donné, au-delà de certains taux de cuivre, là, le spore, le champignon, il meurt. Ou alors, la mycorhisation ne se fait pas complètement. C'est-à-dire qu'elle va se faire au niveau de la plante, parce que dans la plante, le champignon, il est safe. Hein, il a pu se développer parce que la plante, elle n'est pas, la racine est saine. Par contre, il peut plus sortir, il peut pas aller chercher les nutriments parce que ça craint dehors, il y a trop de cuivre. Bon, parce qu'il va mourir. Donc, il stoppe, la mycorhisation extra-racinaire ne se fait pas. On est bloqué au stade 1 de la mycorhisation intra-racinaire. D'accord? Donc, il y a une certaine tolérance aux métaux lourds, dans une certaine limite. Et puis, ce que produit le mycélium, c'est une espèce de glu, en fait, c'est de la glomaline, qui, en fait, va agglomérer les particules fines du sol pour en faire des substrats plus solides. Et donc, ça remodèle le sol, ça le restructure. Donc, c'est pour ça qu'on dit que ça restructure le sol, et notamment pour des sols qui sont lessivés, où il y a tout qui fuite. Le mycélium retient les particules du sol pour pouvoir restructurer, refaire des particules plus grosses, plus solides, qui vont restructurer le sol. Dernière chose, c'est parce qu'on veut, mais quand le mycélium, à un moment donné, si le mycélium meurt parce qu'il y a trop de cuivre, il faut savoir que ce mycélium lui-même va créer du carbone. Donc, il y a quand même des cycles dans la mycorhisation. On verra que un mycorhize, en fait, quand la mycorhisation, le mycorhize, en fait, il peut durer quelques jours comme il peut durer des années. C'est la plante qui décide. Une fois de plus. Après, si l'autre n'est pas trop gourmand, la plante va continuer à le faire. Ceci dit, le mycorhize a quand même un cycle, et dès qu'un arbuscule ou un nif meurt, il y en a un autre qui se fait, donc il y a un cycle comme ça, et ça donne, en fait, il y a une décomposition qui se fait, et qui fait que naturellement, on remet du carbone dans le sol. Donc la mycorhize sert à cet apport au niveau de la biomasse dans le sol et à cette structuration du sol. Alors, nous, ce qu'on a fait depuis début d'année, comme on a rencontré des gens de ex-INRA de Dijon qui font des expériences qui ont fait des expériences dans des anciennes serres de l'INRA de Dijon, on s'est associé avec eux. Et on leur a dit, faites-nous un produit qui soit adapté, surtout au monde viticole. D'accord? Eux ont fait des recherches depuis longtemps sur les espèces de ce qu'on appelle de champignons mycorhiziens, arbusculaires, des MCA, je suis en ce nom-là. Et ils nous ont trouvé 5 souches. Ces 5 souches c'est 5 espèces, après les autres, 5 espèces, on va parler d'espèces, donc qui sont les plus présentes dans les sols français, et notamment dans les sols viticoles, et qui sont biocompatibles, c'est-à-dire que chacune des espèces a un rôle bien défini qui ne va pas rentrer en concurrence avec une autre souche. Et elles sont toutes favorables, naturellement, parce que dans les champignons mycorhiziens, ce que je vous ai dit, on en a 150 espèces qu'on a identifiées, mais pas parce qu'on les a identifiées, qu'on les connaît en fait. Sur les 150, on en a 15 ou 20 dont on sait précisément le rôle. Les autres, on ne sait pas. Alors peut-être qu'avec l'IA, on va peut-être accélérer le processus de connaissance, etc. Mais aujourd'hui, en état de l'art, on en connaît que 15 ou 20. D'accord? Nous, parmi ces 15-20, on en a sélectionné 5, dont on sait qu'elles sont favorables à la vie. D'accord? Alors, je vais vous épargner les noms. La première, la Phynelformis mosae. Alors, elle va surtout agir au niveau des racines. D'accord? Elle va renforcer le cortex racinaire. Donc, on sait que ça a un rôle sur la lutte contre les pathogènes racinaires. D'accord? Par rapport même à la sécrétion d'hormones, d'enzymes. D'accord? Donc, elle est, et du coup aussi avoir une influence, enfin, pouvoir mieux lutter contre les météores. La deuxième, elle est plus axée sur la production de sucre, notamment le saccharose, dans les feuilles de vigne, mais aussi il y a une production d'antioxydants qui est plus marquée
grâce à cette souche. La troisième permet de produire des spores qui sont résilients par rapport à des sols salins, des sols sodiques. D'accord. La quatrième souche, elle est plus orientée par rapport aux baies, aux fruits. Et ça, on l'a vu sur Olivier, on parlera tout à l'heure par rapport à un des domaines. On a cette souche, vraiment, elle arrive à faire grossir les fruits de manière très significative. Hein, ça peut être mesuré avant, après, enfin, avant, c'est-à-dire mycorhisation sans mycorhisation et avec mycorhisation. Et elle agit vraiment sur le fruit. Parce qu'il y a une absorption des nutriments, des plus, enfin voilà. Et la dernière, elle est plus axée sur tout ce qui est, elle agit sur la concentration, enfin la capacité de capter les métaux lourds et de les isoler de manière à faire que le sol soit moins pollué. Donc elle agit beaucoup, enfin elle est assez active sur des sols contaminés. D'accord ? Maintenant, comme vous le savez, les champignons ne travaillent pas sans les bactéries. Ils sont copains, d'accord. Donc dans notre cocktail, alors je vous dirai après comment se présente le produit, comment on l'inocule, voilà. Bon, le côté un peu pratique, mais c'est voilà. Je vais d'abord vous parler des bactéries. On va en fait aider le champignon en lui associant certaines bactéries, deux en particulier. Une première qui va permettre plus facilement de convertir l'azote atmosphérique en ammonium et en nitrate. Parce que, en fait, l'azote, la bactérie, elle va capter un élément que, vous savez, la plante ne sait pas utiliser tel quel, donc il faut qu'elle le transforme pour que la plante puisse l'absorber. Donc c'est ce que fait la bactérie. La bactérie, c'est une transformatrice, enfin, elle capte quand même certains éléments, en l'occurrence dans le premier cas l'azote, pour le convertir en nutriments que peut absorber la plante. Et la deuxième, elle va solubiliser le phosphore, parce que ce que va faire la mycorhize, c'est que la mycorhize va chercher le phosphore, va la ramener à la plante ne sait pas l'utiliser tel quel, il faut qu'elle le solubilise, en fait, pour que la plante puisse l'utiliser. Donc, voilà. Et cette deuxième bactérie, elle est aussi utilisée, elle gère en fait, quand on dit elle gère, c'est qu'elle a vraiment une action sur toutes les maladies fongiques de la vie, en particulier sur les mycotoxines, comme le mildiou. Donc le process est le suivant, c'est que la bactérie, elle va fixer l'azote ou le phosphore. L'azote fixe l'azote, elle va récupérer, elle va solubiliser le phosphore, et c'est la mycorhize qui va soit les chercher, soit qui va proposer à la plante quelque chose qui va être transformé et donc assimilable. Alors, aujourd'hui, on réinocule avec des champignons mycorhiziens. En fait, l'idée, c'est quoi? Pourquoi on voudrait réinoculer alors, on va voir comment c'est pertinent, déjà, je vais vous dire dans 2 minutes, mais en fait, on s'est dit, la mycorhisation, normalement, elle est là. Elle est latente dans n'importe quelle plante endomycorhisable. Donc, quand on réinocule avec des champignons mycorhiziens, en fait, ce qu'on veut, c'est enclencher le processus de mycorhisation. Après, c'est la plante qui va décider si... Ce qu'on veut, c'est que la mycorhisation se fasse dans la racine, puis après, la plante, elle décide ou pas, si elle accepte, c'est qu'elle a besoin des champignons mycorhiziens, on est d'accord. Mais c'est juste qu'on veut remettre ce processus qui a été, qui s'est un petit peu perdu, et qu'on veut et quand on inocule, on le fait qu'une fois. L'idée, c'est de le faire qu'une fois. On va pas inoculer tous les ans, parce que généralement, quand on le fait, alors dans vos contrées, j'allais dire, on le fait plutôt au printemps, c'est-à-dire en levée de dormance de la plante. Nous, dans le Var, on le fait jusqu'en novembre, parce que les sols sont encore assez chauds, donc les plantes sont pas en train de descendre de sel, donc il y a encore, donc on peut le faire jusqu'en novembre. Donc soit on le fait en septembre, en fait, septembre-octobre, dans certaines régions, soit on le fait carrément à partir d'avril, pour pouvoir justement lancer cette mycorhisation. Donc, comme je vous l'ai dit, on utilise les serres de l'INRA
les anciennes serres de l'INRA de Dijon, pour produire du champignon mycorhizien sur une base de graminées et de légumineuses, parce que ça mycorhize de folie, de toute façon, ce sont quand même deux espèces de plantes qui mycorhizent bien. Qu'est-ce qu'on récupère? On récupère en fait ce qu'on appelle des propagules. Les propagules, c'est l'ensemble, d'ailleurs je vous ai montré, d'ifs, de vésicules, d'arbuscules et de spores. C'est un cocktail de tout ça, d'une mycorhization qui est naissante dans ce substrat de graminées légumineuses, qu'on va récupérer, qu'on va microniser. Nous, on rajoute des bactéries, solubilisatrices d'azote, solubilisatrices de phosphore et cataclystes d'azote. Et le produit qu'on propose, qui est juste de la poudre, une petite poudre, c'est tout. L'avantage qu'on a mis, l'avantage qu'on a demandé à l'INRA, c'est de se dire que si on le fait, il faut que ça fonctionne la première fois. De biostimulation, parce qu'on est dans la catégorie des biostimulants, hein, en termes de marketing, on va dire, produit. Il faut que il y a eu plusieurs essais et on sait que à 100 propagules par gramme, il se passe rien. À 500 propagules par gramme, il se passe rien. Même 1000 grammes de propagules par gramme. Il faut 2000 propagules par gramme pour qu'on ait vraiment une mycorhisation. Pourquoi? Parce qu'il faut pas oublier que le champignon mycorhizien, c'est un champignon de contact. Et il faut qu'il rencontre très rapidement la racine. Donc quand on va l'inoculer au plus près de la racine pour qu'il mycorhize rapidement. D'accord? Et le maximum on met de propagules, parce qu'il y a une déperdition, le plus de chance on a que ça mycorhize rapidement. D'accord? Surtout que quand la mycorhisation se fait, l'ensemble du cycle, en quelques semaines, c'est fait en fait. La mycorhisation, elle prend en quelques semaines. Hein. Le minimum, ça fait 6 semaines. Hein. Et ce qui va être intéressant, notamment par rapport au problème de mildiou, c'est de mycorhizer, de ne pas attendre de mycorhizer en mai, quand vous commencez à avoir. C'est que pour que ça ait un effet contre le mildiou et les pathogènes, c'est qu'il faut mycorhizer quand même 2 mois avant les traitements pour que la mycorhize prenne place, de manière à ce qu'elle puisse lutter contre le mildiou. C'est ça qui va être pertinent en fait, c'est de mycorhizer avant l'arrivée du pathogène. Comme ça, on permet à la plante de mieux se défendre. Hein. Donc on a ce niveau de propagule qui, on sait, ça mycorhize. Et c'est le minimum. C'est 2000 propagules par gramme. Les 5 souches dont je vous ai parlé, elles ont une AMM. Elles sont compatibles avec l'agriculture biologique. Alors c'est vrai qu'on a plusieurs granulométries parce que on fait aussi, moi je m'occupe aussi d'arboriculture, c'est-à-dire que c'est vrai que les arbres fruitiers mycorhizent bien et que certains pépiniéristes et arboriculteurs veulent utiliser, on a par exemple pour praliner, parce qu'en fait on peut mycorhizer de 2 manières. Soit quand vous avez déjà la plante dans le sol, notamment dans les vignes, on va faire au plus près de la racine. Mais ce qui est bien, c'est qu'on le fait à la plantation. Avec les plantiers, vous pralinez avec une granulométrie peut-être plus grossière ou pas, ça dépend. Mais on praline avec soit la poudre, soit d'autres gens qui veulent des choses plus grossières. Enfin voilà, donc on a différentes granulométries. L'idée, c'est de rester quand même sur les 2000 propagules par gramme. Nous, on propose la poudre parce qu'on sait que ça va, voilà, c'est plus fin, ça peut aller partout. Alors, on a donc ce produit-là, mais en fait, il va falloir se poser la question, est-ce que ma plante a besoin d'être mycorhizée? Et pour ça, en fait, on propose une analyse de coloration qui va être une analyse du taux de concentration. On voit si la plante a mycorhizé. On va voir le taux de concentration de mycorhize dans la racine. Donc, on fait souvent un T0 pour voir si la plante est déjà mycorhizée ou pas. Ça ne sert à rien d'aller mycorhizer une plante mycorhizable. Il ne va rien se passer sinon. D'accord? Si elle est déjà mycorhizée, tant mieux. Il y a aussi des domaines pour lesquels qui voient que la plante, on a vu que la plante était mycorhizée, mais il n'y a pas, la plante reste faible. On s'est dit, bon, il faut peut-être aller voir dans les sols. Et là, on va faire une analyse de concentration mycorhize dans le sol. Et là, si on voit qu'il n'y a rien, si on voit qu'il n'y a pas de mycélium, c'est là où on se retrouve dans le premier cas dont je vous parlais, c'est-à-dire qu'on a bien une mycorhisation au niveau de la racine, mais c'est pas allé dans le sol, donc si c'est pas allé dans le sol, la mycorhize, elle fait rien, elle ne va pas aller chercher
le phosphore, les évolutions, parce qu'elle ne peut pas y aller, puisque le sol, soit il est trop compacté, soit il est pollué, soit voilà, il y a des tas de raisons pour lesquelles, vous savez, l'état des sols n'étant pas optimal aujourd'hui, on regarde l'élément bloquant, en fait, on regarde ce qui bloque. Voilà. Et puis, on a un autre type d'analyse, qui est l'analyse moléculaire, génétique, où là, on va regarder dans vos sols quelles sont les espèces de mycorhizes que vous avez. Et ce que racontait Olivier tout à l'heure, c'est que c'est ce qui fait même votre terroir. D'accord? Maintenant, on va trouver des mycorhizes, des fois, dont on ne connaît pas le rôle. Donc, on ne va pas s'amuser non plus à aller dupliquer des mycorhizes dont on ne connaît pas les rôles, dont on ne sait pas peut-être qu'elles sont finalement... parce que nous, on connaît les mycorhizes, les CMA, c'est-à-dire les champignons mycorhiziens arbusculaires, qui sont positifs, qui sont favorables. Mais vous avez d'autres champignons mycorhiziens qui ne le sont peut-être pas, puisqu'on ne connaît pas toute la génétique pour l'instant. Donc, on ne va pas aller inoculer des champignons pathogènes. Ça ne vient pas à l'idée. Donc, c'est juste pour savoir un petit peu ce qu'il y a. Et c'est vrai que, on en parlera peut-être Olivier tout à l'heure, on a retrouvé des liens entre les mycorhizes, les cépages, les porte-greffes, etc. On parlera tout à l'heure. En termes de quantité, on est à 3 kg l'hectare. C'est rien. C'est vraiment léger. L'idée, c'est d'amener quelques grammes par pied. Alors, l'idée, effectivement, c'est d'amener au plus proche. Alors, vous dire, on dira après l'inoculation, mais c'est d'aller au plus proche de la racine. Alors, je vous ai fait ici, pour faire j'ai mis un petit peu les processus qui se passent. Donc, on a parlé de la meilleure absorption des nutriments grâce aux champignons associés aux bactéries. Hein. Il faut vraiment qu'elles soient associées. La croissance, améliorer le rendement. La résistance aux pathogènes aériens. La résistance aux pathogènes racinaires. Résistance au stress hydrique. Le meilleur ancrage racinaire. La tolérance à certains métaux lourds. Captation d'azote. Et ça aussi, j'en ai parlé de la gomaline pour la structuration des sols. Alors. Le processus d'inoculation. Soit vous le faites effectivement à la plantation, on praline et on met le porte-greffe, d'accord? On le fait à la plantation, c'est ce qu'il y a de mieux, puisque là, toutes les racines vont avoir la mycorhize collée aux racines. Donc là, on sait qu'on a des chances d'avoir sa mycorhize tout de suite. Naturellement, les vignes, elles sont plantées souvent même depuis longtemps. Et là, ce qu'on va faire, alors, on a plusieurs, selon en fait les pratiques culturelles, les outils qu'ont les viticulteurs, selon qu'ils sont en conventionnel ou en biodynamie ou en bio, on n'a pas les mêmes outils, la même manière de voir les choses. Il y en a qui le font à la main, c'est mieux, hein, pied par pied, puisqu'on veut littéralement être au plus proche de la racine. Comme la racine en plus est plongeante, il faut quand même, j'allais dire, faire au plus proche du cep, du pied de cep. Après, on a un client qui a des très vieilles vignes, dont on sait, parce qu'on avait fait un prélèvement, en intégrant, il y avait un réseau mycélien là qui était très développé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, forcément, les vignes, elles communiquent sur le sous-sol. On voit pas, mais elles communiquent. Et là, on a fait, entre 4 vignes au milieu, on a mis des buses, en fait, on a inoculé avec des buses, parce que le mélange, en fait, ils avaient mis ça dans une bétonnière avec de l'eau, parce que le produit n'est pas hydrodispersible. Mais en fait, en le mélangeant avec de l'eau et avec le mélange et avec une espèce de malaxeur. Oui, de malaxeur, on faisait en sorte que le mélange était homogène, pas que le mélange tombe au fond de la bétonnière. Et à chaque fois, paf, ils enfonçaient à 50 cm du sol en interrant pour pouvoir inoculer des mycorhizes. Ça, c'est un choix qu'a fait un domaine à côté, ici, dans le Bordelais. Pardon, c'était pas une bétonnière, c'était un culvé avec un brasseur à l'intérieur. Ah oui, c'était vrai, c'est vrai. Là, la bétonnière, c'est ce que j'ai fait là pour à la main où j'ai semé la semaine dernière les mycorhizes sur le sol dans un sillon. Donc là, on a tout mélangé dans la bétonnière et puis j'ai tout semé comme ça, de manière simple. Voilà, l'idée c'est de faire avec le matériel que vous avez. En fait, l'idée c'est de vraiment faire au plus proche du réseau, soit du réseau mycélien, puisqu'à un moment donné, de toute façon, comme il y a des spores dans le mélange, en fait, à un moment donné, ça va rentrer via les spores, via les ifs, etc., dans la racine, soit effectivement au plus proche si vous n'avez pas beaucoup de pieds, ou si vous êtes, chaque pied étant précieux, vous allez le faire, parce qu'on ne le fait qu'une fois. Donc à la rigueur, autant se le faire une fois, et puis c'est bien. Hein. Voilà.
Oui, enfin, voilà. Après, l'idée, c'est pas non plus d'aller péter les racines. Non, mais au milieu, là, entre 4, c'est une bonne idée. Entre Oui, 4, ouais. nous, on est relativement Voilà, si étroit. si vous êtes étroit, Au milieu de 4, Si un les coup de vignes carrière, sont là, et voilà. il faut que les vignes soient et plus de 10 ans, hein, de manière à ce que vraiment ce réseau mycélium soit créé, parce que de toute façon, la vigne, il y a une mycorhize déjà de base. Après, il faut l'aider parce que, voilà, on fait des analyses, on est des fois surpris de trouver des différences, même entre parcelles. Hein. Alors après, ce qui va être important, c'est que il y a un autre vignoble qui a choisi de décavaillonner. En tout cas, dans le sud, il décavaillonne pas mal. Il décavaillonne, en fait, le long des pieds. Ils ont mis ce que tu as fait la dernière fois, Olivier, ils ont mis les mycorhizes et puis ils en ont profité pour mettre de basalte, et puis ils ont rebuté. Voilà. Donc, c'est aussi une manière de faire. Voilà. L'idée, c'est de le faire là, c'est des contrastes, et puis voilà. Ça va vite, hein. Ça va vite. J'ai mis 1 heure pour 2 hectares. Quoi. Alors, ça veut dire qu'il faut mettre la préparation juste avant de... Il faut pas laisser ça à l'air libre, Non. j'imagine. Donc, c'est en fait, les profiter Tu peux le laisser un peu à l'air libre, Ouais, mais pas des jours. Quoi. Tu me laisses Non, quelques heures. quand même, dans la journée, il faut rebuter. Parce que ce qu'on veut, c'est que, alors, bon, ça reste une poudre, mais qui est quand même, elle est pondérable, je veux dire, c'est pas de la poussière, hein, enfin, même si, donc ça va rester, ça va pas, avec le vent, ça va pas partir, mais l'idée, c'est de recouvrir rapidement, profiter éventuellement d'une pluie, on s'en manquait pas, notre idée, c'est que ça voilà, que ça descende au niveau de la racine grâce à l'eau. Donc voilà, ça soit dans la terre et puis c'est fini. Après la vigne fait son œuvre. Alors, ce qui va favoriser quand même, il y a les pratiques, mais que vous avez déjà, mais je le répète, parce que bon, le fait de passer des tracteurs, ça écrase le réseau mycélien, ça compacte, des argiles, hein, d'accord, ça compacte. Ouais. Donc, plus c'est lourd, plus le sol n'aime pas ça. Quand même, à l'époque, on n'avait pas tous ces engins qui sont lourds. Donc, l'idée, c'est d'éviter le labour, hein, ça, voilà. Ce qu'on conseille aussi, c'est de mettre des couverts végétaux qui mycorhizent, donc des légumineuses ou des graminées, qui vont, eux, vraiment faire des mycorhizes et faire ce réseau mycélien interrompt et qui va à un moment donné communiquer, forcer les vignes à aller communiquer aussi avec le réseau mycélien. Donc ça crée un super réseau internet, j'allais dire le réseau internet du sol, ça crée un super réseau et là on a vraiment une vie active, parce que derrière aussi ça veut dire des vers de terre, puisqu'en fait c'est vraiment la mycorhize qui va décompacter presque les sols, et du coup, les vers vont venir, parce que bon, par exemple, sur le domaine où on est, il n'y avait pas de mycorhizes, il n'y avait pas de vers. Depuis qu'on a des mycorhizes, on a vraiment mycorhizé, on a des vers qui réapparaissent. Donc, toute la vie revient. Bon, après, effectivement, l'idée, c'est de faire ce que vous faites, c'est-à-dire zéro pesticide, du compost, du fumier, enfin voilà, entretenir en fait cette vie microbienne. On a fait plusieurs expériences sur des domaines différents dans le Var. Et voilà ce qu'on constate. On avait un compteur qui avait mémorisé un domaine voisin ou autre. Et il nous citait des chiffres qui sont là, qu'on trouvait vraiment extrêmement forts, bizarrement forts. C'est-à-dire, bon, pourquoi pas 20% de réserve en eau dans le sol en plus, et 45% de rendement, ce qui me paraissait énorme. Quand il parle de rendement, c'est-à-dire du poids de grappes par sel en plus. Donc nous, après mycorhisation au mois d'avril, on a pesé par rapport aux récoltes 2023 à combien on arrivait en plus en rendement au niveau du poids par cep. Et on a eu des chiffres entre 10 et 43%. C'est-à-dire, j'ai comme ça en tête une parcelle où l'année dernière, ils avaient récupéré 900 kilos par hectare, un peu moins d'un hectare. Et cette année, ils sont passés à 1,3 tonne. Donc, il y a eu plusieurs effets. Il y a eu l'effet, effectivement, comme le disait Hélène, avec les champignons mycorhiziens, qui vont développer un peu plus les baies. Alors, les baies, en plus, au niveau organoleptique, elles ont davantage de sucre. Même si elles en donnent aux mycorhizes, le goût est totalement différent.
Donc, on trouve que, et ça va jusqu'au vin, ça s'appelle le slug, il y a un apport au niveau organoleptique au niveau du vin. C'est ce qu'on a constaté. Alors, ces 45%, bon voilà, nous on est entre 10 et 43%. Les autres avantages qu'on a eu, voilà, ça c'est une constante. On arrive toujours à ces chiffres. Que ça soit nous, que ça soit des confrères qui ont aussi mycorhisé des domaines, que ce soit en Bourgogne, que ça soit dans le Var, etc., on arrive à des chiffres très très forts. Et ce qu'il y a, quand je parlais de cette différence au niveau des baies, au niveau du vin, on s'est aperçu que ça donnait 0,5 degrés d'alcool en plus. Il y a un échange fort, comme le disait Hélène, entre le taux de sucre et les nutriments qui se passe lors d'une mycorhisation. Mais le goût du vin change. Alors, faites le ratio entre le goût du vin ou 0,5 degrés en plus, mais pas toujours. Chaque grain est un peu unique, chaque terroir est un peu unique. Les 2-3 essais, on avait ces quelques 0,x degrés en plus. Donc au niveau du retour d'expérience, tout ce qu'on a mycorhisé a eu un effet positif, sauf un domaine sur Bordeaux. Ah, c'est vrai. Voilà, on est là pour dire les choses. Et on a essayé de comprendre pourquoi. En fait, on a mycorhisé pareil mars-avril. On a fait plein de mesures avant au niveau des mesures physico-chimiques dans le sol, cuivre, magnésium, machin, etc. Il y avait un équilibre qui était correct, avec quelques déficiences, je ne sais plus si c'était en magnésium, je sais plus. Et quand on a quand Excel a refait toutes les mesures au mois d'automne, on n'a trouvé aucune différence. Donc les plus libre, c'est bizarre, il n'y a pas vraiment d'effet positif. Il y a aussi des problèmes climatiques. Cette année, vous avez été super gâtés. Et alors nous, on a refait des analyses au niveau de la concentration des champignons mycorhiziens, et dans le sol et dans les racines. Et là, on a compris pourquoi. En fait, le client, il a un taux de saturation de cuivre d'environ 1500 mg par an. Ce qui est énorme. Donc, la norme, c'est 30-50. Lui, il va être entre 800 et 1500. Mais par contre, la bonne nouvelle pour nous, c'est que la mycorhisation avait prise, mais elle était restée bloquée dans les racines. Mais Olivier, on peut expliquer. Alors, vas-y. Ouais. Alors, il y avait... voilà, c'est de l'impression. Voilà, ça c'est la zone où vous n'avez pas mycorhisé, et ça c'est la parcelle, les parcelles, ce sont les parcelles qui ont été mycorhisées. Et là, on a des petits, on a 3 couleurs, enfin, la dernière n'existant pas, mais je vais dire pourquoi, c'est celui en relié. On a une première colonne qui s'appelle F, qui est la fréquence de mycorhisation. Et là, on est sur le nombre de structures mycorhiziennes qu'on va trouver dans la racine. D'accord? Donc c'est un début d'ADN de l'ADN du mycorhize qu'on trouve dans la racine. Donc on voit que ça a pris, on voit que ça a été là c'est ce qu'on appelle la colonisation. Donc la colonisation, la mycorhize a pris. Le deuxième M pour ça s'appelle comment M? C'est pour l'implémentation. Là on va voir. C'est le nombre d'IF. Alors, les IF, c'est des structures extérieures. Ça montre le nombre d'IF, en fait, qui ont pu être développés grâce à cette mycorhisation, cette inoculation. Donc, on voit que dans toutes les parcelles, ça a été fait. Alors, par exemple, celle-ci, avant mycorhisation, il n'y en avait pas. Il n'y avait pas d'IF. C'est-à-dire que, visiblement, là, c'est rien. D'accord? Par contre, ce que dit Olivier, ce qui est intéressant, c'est le A%. Ce A%, en fait, le A correspond à arbuscule, et vous vous souvenez que l'arbuscule, c'est le mycélium qu'il y a dans la racinaire. C'est le système d'échange entre la racine et le sol. C'est-à-dire que là, il y a des ifs, il y a tout le matériel génétique, il y a les vésicules, il y a tout le matériel génétique dans les racines, il y a les ifs, mais il n'y a pas d'échange. Il n'y a rien qui se passe. En fait, on est resté à la mycorhisation. Elle est bloquée. C'est le taux de cuivre qui bloque. Voilà. Le sol est tellement de refaire des cycles au niveau de la mycorhisation. Elle est présente, nous on était contents parce que c'est moins. Voilà. Mais il n'y a aucune colonne verte. Si le client réussit petit à petit à descendre le taux de cuivre, là les cycles vont commencer à se faire. Beaucoup d'expérience dans certains domaines sur lesquels on travaille. Et c'est pour vous donner aussi
une idée des analyses qu'on peut faire, qui sont pertinentes et qui permettent de faire un T0 pour voir où on en est au niveau de sa mycorhisation de plantes ou de sol, hein, de voir le niveau, de voir déjà si c'est le matériel génétique, si on a une mycorhisation externe avec des ifs, si on a des arbuscules, si on a des changes. C'est le début, en fait. C'est là où je dis, bon, je mycorhize ou je mycorhize pas. Et quand je mycorhize, bon, ben, vous avez vu, le protocole est relativement simple et on s'adapte en fonction de la manière dont sont, designer vos vignes et puis avec le matériel que vous avez. On le fait en général avec le client. C'est-à-dire qu'on n'est pas là. C'est sympa de faire de la recherche comme on fait, mais à un moment donné, bon, nous, on aime bien aller sur le terrain et participer à la mycorhisation, au protocole, à regarder la vitesse de tracteur, est-ce que tu vas trop vite avec les bulles, voilà. On est vraiment, voilà, sur le terrain pour faire les choses. On n'est pas derrière nos bureaux à faire des études, des mesures toute la journée. Voilà, donc ces trois marqueurs-là, hein, la colonisation, l'implémentation et puis l'échange entre l'hôte et le champignon, on va vraiment essayer d'examiner. Hein. On revient sur la première photo que je vous ai montrée, on voit s'il y a des vésicules, s'il y a des arbuscules, s'il y a des ifs, et là, ça va nous donner le niveau de mycorhisation. Et à partir de là, il y a un minuscule, ou pas, en fonction de vos besoins. Je crois que j'ai fini. Ouais, voilà. J'ai fini.